Bonjour, chers camarades, en présentiel comme en ligne. Nous allons continuer notre cours, mais avant, je viens de déposer une ressource pédagogique sur la plateforme intitulée Activité d'apprentissage 1, qui résume un peu tout ce qu'on a fait sur la recherche documentaire informatisée, avec une activité pratique que chaque étudiant doit mener en rapport avec son sujet. Donc, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Nous avons vu comment il faut passer du sujet au mot-clé. Donc, vous allez voir que dans le nouveau document, j'ai ajouté quelques informations au niveau des mots-clés. Il faut s'appuyer sur des lexiques, sur des index, tout et tout. Et finalement, le mot-clé doit être précis, c'est-à-dire c'est un mot qui est spécifique ou bien il est technique. Le type de mot qu'il faut choisir pour les mots-clés, ce sont les noms. On n'a pas besoin d'adverbes, de prénoms, d'articles. C'est des noms ou des expressions exactes. Ne pas utiliser les articles, les prénoms, les verbes. Se méfier des mots polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens. Éviter les termes qui décrivent des relations entre les idées comme cause, conséquence, échange, fonctionnement, fonction, tout et tout. Il faut suivre un ordre au niveau des mots-clés. Commencer par les mots prioritaires, c'est-à-dire les termes spécifiques. Et si la recherche ne donne rien, on peut aller aux termes plus généraux. Et les mots-clés doivent être différents en principe. Les mots-clés doivent être différents des thèmes utilisés pour votre titre. Normalement, ça doit être différent des thèmes utilisés. Donc, voici, j'ai ajouté cette partie. Et au niveau des sources d'information, j'ai ajouté les 3 moteurs de recherche. Le Google Scholar, qui a été créé en 2004, qui est le moteur de recherche le plus ancien et le plus connu. Semantic Scholar, qui est de 2015, qui est le plus innovant, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et Synapse, le plus ambitieux, qui est un méta-moteur académique. Et à ces 3 moteurs de recherche-là, vous avez l'archive HAL et vous avez test.fr. Normalement, si vous vous appuyez sur ces 3 moteurs de recherche et ces 2 plateformes-là, je pense que vous pouvez retrouver la plupart des documents que vous recherchez. Et on vous a parlé aussi d'opérateurs de recherche. Donc, on a dit que ces opérateurs de recherche-là vont vous permettre de pouvoir établir votre équation de recherche. Et parmi ces opérateurs de recherche, on a les opérateurs logiques ou booléens, les opérateurs linguistiques, opérateurs numériques et arithmétiques. Nous, on s'est plus attardé sur les opérateurs logiques, à savoir le et, le ou et le sauf. On a parlé aussi des parenthèses qui permettent de combiner les opérateurs booléens. Nous avons parlé aussi des guillemets, mais ce sont les guillemets anglais. Donc, ce ne sont pas nos guillemets. Votre tableau n'est jamais prêt. Donc, ce ne sont pas vos guillemets comme ça, mais c'est les guillemets. Ce sont les guillemets anglais, vous allez voir, qui permettent de faire une recherche par expression exacte. Nous avons la troncature. Dans la troncature, normalement, quand vous mettez, si je veux chercher, je fais une recherche sur l'hydrogéologie. Je peux mettre hydrogéo, je mets astérisque. Quand je mets l'astérisque, je cherche hydrogéologie, hydrogéologue. Bon, voilà, en fait, ça permet aussi l'astérisque recherche sur le début du terme et donc sur les mots dérivés. Et vous avez aussi le fichier type qui permet de limiter la recherche sur un type de fichier
spécifié. Donc, nous avons parlé de bruit et de silence, ça, je ne vais pas revenir dessus. Lorsqu'on a un bruit, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on est dans le cas d'un silence, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, lorsque nous avons nos sources collectées, il faut faire l'évaluation. Donc, ici, j'ai un peu modifié. Donc, vous allez voir ici, on parle de l'évaluation. Il y a deux types d'évaluation. On évalue la qualité de la source et on va évaluer aussi la pertinence de notre source. Donc, pour évaluer la qualité de la source, on va voir est-ce que l'information est crédible, hein, par rapport à l'auteur, par rapport à sa réputation. On va avoir aussi l'exactitude de l'information. Est-ce qu'on peut vérifier l'information qui est dans votre document? On peut voir aussi la finalité de l'information. Est-ce que ici, l'auteur, il nous donne des informations subjectives, c'est-à-dire qui dépendent de lui, ou objectives, qui ne dépendent pas de lui? Et en dernier, lui, on parle de la fraîcheur de l'information, qui fait allusion à la date de publication. Est-ce que les mises à jour sont faites? Est-ce que la publication est récente et tout? Donc, ce sont ces critères-là qui vont nous permettre de pouvoir évaluer la qualité de notre source. Après avoir évalué la qualité de notre source, nous allons évaluer la pertinence des sources. Pour évaluer la pertinence des sources, on va lire le titre du document, le résumé, voir la table des matières, aussi les tableaux, les graphiques, l'introduction et la conclusion. Et lorsqu'on lit, on doit se poser ces questions-là. Est-ce que l'information que je recherche là, est-ce que cette information-là est intéressante dans le cadre de mon sujet? Est-ce que l'information est intéressante d'abord, un? Est-ce que les informations seront utiles pour argumenter, pour alimenter mon argumentaire, pour argumenter ma problématique? Est-ce qu'il y a des citations ou des exemples que je pourrais mettre en avant? Est-ce que le niveau d'information correspond à mes attentes? C'est-à-dire si c'est une information élémentaire ou spécifique. Est-ce que l'information collectée me permet-elle d'apporter une réponse aux questions posées? Donc ici, ces questions-là vont nous permettre de voir un peu la pertinence de notre document. Et à la fin... Professeur, s'il vous plaît. Oui. L'écran est figé. Oui, oui. Non, l'écran est figé. Actuellement, je fais juste le résumé de l'activité. Si vous cliquez dans les ressources, vous allez voir un fichier PDF. Activité d'apprentissage 1. Voilà, c'est ce cours-là que je suis en train de... Parce que je n'ai pas... Attends. OK. Donc, je disais, donc, la première activité, en fait, d'enseignement finit par une activité pratique que j'ai mis d'abord. Donc, chaque étudiant, vous devez présenter votre sujet de master, le thème, l'encadrant, tout et tout. Cerner votre sujet par le questionnement quintilien. Identifier vos mots-clés. Faire une recherche documentaire à l'aide des mots-clés. Identifier au maximum 6 documents. Donc, vous identifiez 6 documents qui sont en rapport, c'est-à-dire avec votre thème au maximum 6. Montrez la qualité, la pertinence de chaque document pour votre sujet. Donc, chaque document, vous montrez la qualité, la pertinence. Voilà. Non, je n'ai pas besoin de faire un résumé. Pourquoi vous allez utiliser ce document-là? Soit par rapport à la méthodologie, soit par rapport aux résultats, ça dépend. Voilà. Donc, vous montrez la qualité en fonction de ce qu'on a fait au cours. Donc, vous montrez
la qualité et la pertinence de chaque document pour votre mémoire. Oui. Oui, c'est... Bon, après, on doit mettre ça... Normalement, on va faire une mise en forme pour déposer. Mais pour chaque activité, je vais laisser ça comme ça sur l'exposé. Et puis après, on va déposer ça sur la plateforme. Et qu'est-ce que vous devez rendre ça, on va voir les détails. Donc, au niveau de l'outil de gestion des références, je pense qu'on a cerné un peu tous les outils. Je pense que tout le monde a pu installer le logiciel, ceux qui sont en ligne. En ligne? Oui, professeur, on a pu installer. Professeur, on l'a installé. Ok, d'accord. Donc, si vous avez installé, maintenant, il faut vérifier. Ouvrez un document Word et puis vérifiez que dans le menu, nous avons Zotero. Vérifiez que dans le monde, et tout le monde a vérifié. Ici en présentiel, c'est bon, tout le monde a vérifié. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, on avait présenté les 4 groupes en fait, d'outils. Donc, il y a l'outil d'abord bibliothèque et groupe. Il y a l'outil qui va vous permettre d'ajouter et de gérer les références bibliographiques. Il y a l'outil de recherche et il y a l'outil d'affichage. Donc, on a expliqué ici au niveau de la barre d'outils. On a expliqué de la barre d'outils. Au niveau de la colonne de gauche, lorsque vous créez, lorsque vous faites l'installation de votre logiciel, de facto, vous avez ma bibliothèque, vous avez doublon, non classé et corbeille. Voilà. Donc, ici, on a donné les fonctions de chaque document. Maintenant, c'est vous maintenant qui allez enregistrer les collections. Tout ce qui est en jaune là, ça, ce sont vos collections. Pour enregistrer une nouvelle collection, vous vous mettez sur la bibliothèque, vous faites clic contextuel et vous allez nouvelle collection. Et puis, vous mettez le nom. Vous pouvez aussi renommer votre collection. Si dans votre collection, vous voulez créer une sous-collection, donc vous mettez sur votre collection, clic contextuel, vous allez créer. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la bibliothèque et collection. Lorsque je clique sur un dossier, sur une collection, vous allez voir qu'au niveau de la colonne centrale, toutes les références qui appartiennent à cette collection-là seront affichées au niveau de la colonne centrale. Donc, j'ai mis affiche la liste des références sélectionnées. Bon. Et puis, c'est vous qui décidez. Vous pouvez changer, c'est-à-dire ici, on a le titre créateur. Bon. Puis ici, créateur, c'est auteur. Créateur, auteur. Le type de document, année. Quand vous venez ici, là, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Il y a ce qu'on appelle donc vous pouvez changer, vous pouvez mettre vous pouvez ajouter d'autres champs. Mais je préfère. Maintenant, lorsqu'on clique sur une référence maintenant, on a les détails
de cette référence-là au niveau de la colonne de gauche. Donc ici, nous avons 4 onglets. On a onglet info, onglet notes, onglet marqueur, onglet connexe. Donc, quand on vient sur l'onglet info, en fonction du type de document, on a différents champs ici. Parce que les champs qui sont là ne sont pas pareils pour tous les types de documents. Parce que si on a un document comme thèse, puis au niveau de la thèse, on ne va pas vous demander le nom de la revue. Voilà. Donc, en fonction de chaque document, il y a un champ, il y a des champs spécifiques. Donc, ici, vous avez les différentes informations sur votre référence. Quand vous prenez ici l'onglet notes, ça c'est pour vous. C'est-à-dire, vous avez vu une référence, ça vous intéresse. Vous n'êtes pas oublié, vous mettez une note en même temps vous écrivez. À cette référence-là, je vais l'utiliser peut-être pour faire ceci, pour faire cela. Hein? Dans l'introduction, dans la discussion, et puis on copie la. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire des notes. Ici, vous avez l'onglet marqueur. L'onglet marqueur ici, ça correspond aux mots-clés. Donc, vous avez votre référence. Normalement, il y a d'autres. Il y a d'autres articles. Quand vous téléchargez les références, automatiquement, il télécharge les mots-clés. Mais s'il n'arrive pas à télécharger les mots-clés, vous-même, vous pouvez enregistrer vos mots-clés ici dans la partie marqueur. Et bon, ça, on a déjà vu créer les paramètres. Donc, on a quelques terminologies propres à Zotero. Quand on parle de ma bibliothèque, c'est l'ensemble des références de toutes les collections. Parce que quand vous cliquez sur ma bibliothèque, il va faire sortir toutes les références que vous avez collectées. Quand on parle de collection, ce sont les dossiers que vous avez créés, les dossiers jaunes là. Quand on parle de marqueurs, de tags, ce sont des mots-clés. Quand on va parler de créateur, on parle de auteur. Donc, on a un peu cette terminologie qui est propre au logiciel. Donc, vous allez voir, lorsqu'on est allé sur le logiciel, lorsque la ressource est compatible, en même temps, on va voir les différents onglets. Tu vois, si une ressource, si une base de données ou un moteur, genre de recherche est compatible avec le logiciel, vous allez voir ces icônes-là. Donc, quand c'est jaune ici, c'est un dossier de référence. Quand vous voyez ici, ça c'est une thèse, ça c'est un article, chapitre de livre. Donc, ici, en fonction de l'icône ici, on voit, on a affaire à quel type de document. Donc, pour faire la collecte maintenant, on a normalement 5 manières de pouvoir faire la collecte des références. Donc, on a ce qu'on va appeler la collecte en ligne, import d'un fichier de référence, saisie manuelle d'une référence, recherche d'une référence par son identifiant et récupération des métadonnées d'un PDF. Donc, on va faire l'exemple pour ces 3-là avant de continuer. C'est bon pour ceux qui sont en ligne? Oui, professeur. OK. Je vais ne pas vous la vidéo.